Bonjour à tous. Je vais Bonjour. essayer de parler assez fort parce qu'il y a une autre conférence à côté. On vous accueille aujourd'hui et je vous remercie d'être là. En ce 3e jour de salon, il y a toujours un petit peu de fatigue et vous avez dû voir beaucoup d'autres choses. On va vous parler un petit peu, et on a un titre humoristique autour du RGPD qui n'a pas tué la fidélité. On a fait un exercice, on a fait une étude, une enquête. On va essayer de vous la restituer, mais bien entendu dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire 50 minutes. On ne sera pas très profond. Donc, bien entendu, cette étude, elle est téléchargeable. Vous pourrez y accéder. Et bien entendu, à l'issue de cette réunion, on sera à votre disposition pour échanger avec vous. Voilà. Vous trouverez justement un marque-page sur vos sièges avec un QR code qui vous donnera également l'accès pour pouvoir télécharger le document en question. Écoute Cyril, on va démarrer. Si tu veux commencer sur le contexte de notre étude. Tout à fait. Donc concrètement, l'étude que nous avons initiée avec Generix intervient dans un contexte assez particulier. Donc il était intéressant pour nous de tenir compte en effet de ces différents éléments contextuels que vous avez à l'écran. Dans un premier temps, bien entendu, il y a une digitalisation de plus en plus marquée des usages qui fait qu'aujourd'hui, chaque consommateur a la possibilité au quotidien de devenir un véritable collectionneur d'expériences. C'est-à-dire que notamment, depuis votre smartphone ou votre ordinateur, vous avez la possibilité de pouvoir tester des expériences, que ce soit avec Amazon, que ce soit avec Alibaba. Enfin bref, notamment les GAFAM et les DNVB influencent de manière non négligeable justement les références que chacun de nous en effet se fait quant à la nature de la relation client qui doit être initiée. Cette digitalisation donc s'accompagne par une collecte, une profusion de data qui sont donc générées et collectées par les annonceurs et en particulier les enseignes. Donc c'est le périmètre qui nous intéresse dans le cadre de l'étude qui a été menée. Donc cette collecte massive justement donc de données a été réglementée, a été pacifiée par l'entrée en vigueur d'il y a maintenant un peu plus d'1 an du GDPR, qui malheureusement à notre sens est trop souvent perçu comme une somme de contraintes, alors qu'en réalité c'est une véritable opportunité pour justement repenser ces mécaniques relationnelles, offrir des expériences qui soient uniques et qui permettent aux annonceurs de tisser et de pouvoir densifier un lien unique avec chaque profil. Et quoi mieux que l'omnicanal donc permet justement de pouvoir transcender aujourd'hui les perspectives relationnelles et ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux champs pour les annonceurs. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une étude de plus, c'est vraiment une étude qui fait suite à une enquête terrain. Nous sommes allés dans 75 enseignes en France, 75 enseignes de tout acabit, de la grande distribution, de la distribution spécialisée, de la cosmétique, du fashion. On a joué aux clients, on était des clients, et on a regardé comment on était accueillis. Comment on nous présentait ou pas, naturellement, le programme de fidélité. Si on ne nous le présentait pas, à quel moment? Au moment de l'acte d'achat. Et quand on nous le présentait parce qu'on posait la question, c'était de comprendre et de voir comment ce programme était expliqué. Derrière le programme, déjà, et sa propre compréhension, ce qui n'est pas toujours simple, c'était également comment l'enseigne qui voulait collecter de la donnée, comment l'enseigne nous expliquait la façon dont elle allait gérer la sécurité de ces datas. Voilà. Et ça nous a permis de travailler sur l'étude complètement. Et on s'est placé sur 2 prismes. Le prisme d'un éditeur et le prisme d'un cabinet conseil. Donc ça va nous permettre de nous présenter. Donc je suis Cyril Villori, donc je travaille au sein du cabinet Univers Retail. Je suis manager au sein de la business line Omnicanal. Univers Retail, donc nous sommes un cabinet donc, indépendant qui est donc spécialisé en accompagnement stratégique, principalement bien entendu, comme notre nom l'indique, pour les enseignes du retail. Et donc nous avons propension justement donc, à accompagner l'ensemble de ces acteurs sur la globalité de la chaîne de valeur justement offerte par l'omnicanal. Generix, Generix, nous, éditeurs de solutions essentiellement en mode SaaS et les services associés,
vraiment spécialisé autour de la chaîne de valeur de la supply et de la vente. On a coutume de dire, c'est de la prise de commande jusqu'à la livraison finale, que ce soit en point de vente ou que ce soit directement chez les clients. Société donc qui aujourd'hui est positionnée dans 40 pays, dans 8 filiales. Et quant à moi-même, je suis le Product Marketing Manager, c'est très pompeux, hein. Je m'occupe de la stratégie produit tout simplement. Et nous avons donc travaillé pour essayer de relier ou pas d'ailleurs nos deux visions dans cette enquête. Le résultat, donc, comme vous l'a dit Cyril tout à l'heure, il est accessible en téléchargement. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a eu deux volets. Forcément, l'enquête terrain et ensuite un travail qui a été accompli sur les métriques et tout ce qu'on a pu relever. Et bien entendu, traiter ces données pour vous donner une visibilité des grandes tendances. Et évidemment, on n'a pas pu s'empêcher d'ajouter quelques convictions. Donc, comme vous le disiez, Philippe, en introduction, l'objectif de l'enquête, ça a été vraiment de pouvoir mesurer quelle était l'expérience qui était aujourd'hui proposée aux consommateurs, donc en point de vente. Quelle était l'expérience qui était justement proposée pour médiatiser, viraliser les tenants et les aboutissants des programmes relationnels et de quelle manière l'information était justement véhiculée. Donc, on s'est intéressé donc dans un premier temps justement pour voir quels étaient les leviers, les canaux, les modalités de présentation justement des programmes relationnels. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que les forces de vente, donc l'humain, tient toujours une place prépondérante en la matière. Nous avons grosso modo donc 75% donc des enseignes aujourd'hui qui diffusent ces informations donc par le biais justement donc des forces de vente, adossées ou pas donc à la remise de supports de présentation, de supports qui vont justement donner les tenants et les aboutissants du programme. Donc ça met en exergue combien il faut vraiment accorder un soin particulier à la formation de ces forces de vente qui quelque part vont donner corps à l'enseigne qui est quelque chose d'abstrait. Qu'est-ce qui va permettre de personnaliser justement l'enseigne? Ce sont les forces de vente. Donc il est essentiel, ces personnes-là sont clairement les ambassadeurs de l'enseigne. Ce sont elles qui vont fédérer ou pas, qui vont motiver, qui vont enjoindre le contact justement à rejoindre ou pas le programme relationnel en lui apportant tous les éléments qui vont être nécessaires pour valoriser justement le programme en question. On s'est bien sûr donc ensuite posé la question de savoir quelles étaient les typologies de données qui étaient collectées dans ce cadre, puisque forcément à partir du moment où vous rejoignez un programme relationnel, vous devez communiquer donc différentes datas pour ce faire. On a pu voir avec une certaine satisfaction que de ce point de vue-là, en tout cas le GDPR était plutôt bien suivi par les enseignes qui optimisent autant faire se peut la collecte à minima des données. Le point de contact, donc email, est la donnée la plus régulièrement justement collectée. Et après, on est bien sûr donc, sur une association de données très basiques qui vont être l'identité du profil et les différents points de contact. Donc, ce qui laisse à supposer que justement toute la connaissance, toute la richesse de connaissance du profil doit être agrégée a posteriori et laisse entendre que ce sont soit via des mécaniques relationnelles, soit via justement des process automatisés que les enseignes gagne, entre guillemets, en connaissance client. Eh bien, ça me permet d'enchaîner sur un clin d'œil au RGPD. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des DPO ou des gens qui sont très familiers autour du RGPD. Bon, ce qui est important, c'est que dans le RGPD, on a une notion d'information qui est obligatoire, l'information auprès des clients des enseignes. Et en fait, au début, on s'est dit, mais c'est pas mal, 45% des enseignes qu'on a visitées ont de l'information, donnent de l'information. D'autres, c'est un peu plus partiel, c'est insuffisant. Il est évident, notamment dans le cadre de l'information orale, qu'un personnel doit être sacrément bien formé pour pouvoir donner toutes les informations. Au-delà de ça, ce qui nous ennuie beaucoup, c'est la vue de certaines enseignes qui, elles, ne respectent mais même pas du tout le minimum d'informations conformément au RGPD. Et là, quelque part, on se dit qu'il y a un problème parce que si on ne parle pas correctement du RGPD et des data et de la sécurité des data des clients de l'enseigne, qu'en est-il du traitement de leur programme de fidélité? Et à mon avis, on a là une relation qui n'est pas très bonne entre le client, une enseigne qui prend ses données et qui n'explique pas comment elle va s'en servir et les traiter. Voilà. Donc, avec l'arrivée, notamment Cyril,
Alors tout à fait. Il y a un autre point, Philippe, je pense qui est important de souligner. C'est que notamment les enseignes qui sont sur le segment, donc les 16% d'enseignes qui malheureusement aujourd'hui sont très très loin d'avoir intégré la globalité donc, du GDPR. Les enseignes en question, on peut considérer qu'il y a une forme de double épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de ces enseignes, puisque concrètement, la première porte assez nativement, assez logiquement sur la notion de sanction. À partir du moment, enfin le RGPD encore une fois, a un véritable pouvoir engageant. Si vous contrevenez à ces dispositions, vous exposez à des sanctions. Et le deuxième effet qui se coule, entre guillemets, négatif, c'est que potentiellement, les enseignes en question risquent de se voir purement et simplement donc couper tout canal de collecte de données par justement les consommateurs qui ne seraient absolument pas confortés dans la manière dont la collecte et l'exploitation des données va se dérouler. Alors, un petit trait d'humour sur les réponses qu'on a eues. On a eu des réponses du style « Vous inquiétez pas, on est une grande enseigne » ou « Vous avez raison de vous inquiéter, je ne sais pas moi-même ». Donc on a vu là quand même qu'il y avait vraiment un décalage d'informations et un décalage de connaissances et du personnel et de l'enseigne elle-même vis-à-vis de ses clients. Et je continue un peu sur le RGPD, puisque le RGPD est également un élément extrêmement important à prendre en compte tout au long de cette étude. Là aussi, nous avons été surpris. On pensait que les entreprises de la distribution, de par leur légitimité commerciale, allaient plutôt être positionnées autour de l'intérêt légitime en termes de base légale. Et en fait, oui, il y en a, et c'est des entreprises qui ont souvent une belle expérience de la relation client. Et puis quand même, on s'est dit, ouais, il y en a pas mal, 36% qui, elles, sont reparties vers le consentement. Sous-tendu qu'on suppose, et on n'est pas sûr de nous à chaque fois, il aurait fallu comparer les programmes d'avant et d'après, mais sous-tendu néanmoins qu'ils se soient posés les questions et qu'ils aient reproposé à leurs clients, entre guillemets, d'adhérer, avec un traitement des opt-in, de la traçabilité, pour repartir un petit peu, non pas à zéro, puisque l'historique ils l'ont, mais repartir dans une relation nouvelle avec leurs clients. Et là, quelque part, le RGPD, on voit bien qu'il a été fédérateur d'une refonte des programmes de fidélisation. On va trouver ceux qui sont sous le cadre d'une exécution de contrat, notamment parce qu'il y a des garanties et autre chose. Et puis, à droite, bah oui, on a 30% des enseignes qui ne parlent même pas des bases légales dans leurs chartes, y compris dans les chartes que l'on trouve sur le e-commerce, sur le web. Donc là, on a vraiment des entreprises qui prennent un risque, y compris un risque de sanction. Alors, on sait, ça c'est quelque chose qui n'était pas pour nous hyper important ni hyper intéressant, puis finalement, on l'a pris sur un autre prisme. Selon vous, quel type de supports sont utilisés, supports dans la relation entre l'enseigne et son client? Est-ce que pour vous, c'est encore le physique, c'est le digital, voire on propose les deux supports? Vous avez une idée un petit peu de ce qui est utilisé? Je vais vous dévoiler la réponse. On est encore massivement sur de la carte physique. À croire que le modèle de la petite carte rectangulaire, carte bancaire, soit encore le modèle préféré des Français. Ce qui est possible, 36% quand même sont partis dans une dématérialisation. Et ce qui est intéressant, c'est les 9% au choix. Alors on peut se dire que c'est simplement parce qu'on a un savoir-faire, on fait des économies sur les fabrications des cartes, ça paraît plus simple à traiter. Mais c'est surtout, je pense, des enseignes qui se sont dit, dans notre relation client, rien que ça, c'est déjà peut-être quelque part une personnalisation qu'on apporte à notre client. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu vous présenter ces chiffres. Oui, en effet, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Philippe, en effet, la nature du support, c'est-à-dire savoir si c'est un support dématérialisé ou physique, c'est une question rituelle qu'on nous pose très très régulièrement. Et en effet, l'alpha et l'oméga de l'intérêt d'un programme relationnel ne repose certainement pas sur la nature du support, mais en réalité sur le contenu du programme en lui-même, sur la valeur ajoutée, sur les expériences, sur la relation qu'on va tisser avec le profil. Et fondamentalement, la nature du support est vraiment un élément accessoire. Oui, on ne l'a pas voulu le mettre ici, vous le verrez dans l'étude. Il y a également des enseignes qui donnent des noms à leur programme de fidélisation parce que le nom peut être porteur d'une relation, les programmes Bibi, etc. Donc il y a également un peu de personnalisation dans la façon de s'adresser à ses clients.
Cyril, tu vas peut-être maintenant nous parler du coût des typologies un peu de ces Voilà, programmes. tout à fait. Donc l'étude en question là-dessus nous a donné un enseignement qui concrètement vient confirmer un petit peu les tendances traditionnelles. Aujourd'hui, les 75 enseignes qu'on a pu justement auditer sont très très largement orientées sur une perspective transactionnelle, qui est vraiment le levier traditionnel autour duquel la plupart des programmes relationnels de ces dernières années et les actuels continuent justement de graviter. Un point qui est intéressant au-delà justement du clivage, enfin ce très fort clivage vient souligner un autre point intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a un phénomène de standardisation, c'est-à-dire que la majorité des enseignes en effet capitalisent majoritairement sur ce levier. Donc forcément, ce n'est pas un point de différenciation majeur. Et donc c'est peu propice justement pour permettre à une enseigne de véritablement marquer son territoire de marque et de fédérer des consommateurs autour justement de cet item. Et du coup, Cyril, il en découle quoi alors en fait? Alors quand on regarde justement, quand on poursuit cette analyse sur la nature, la personnalisation des offres, et bien de manière assez logique, de la même manière, on constate qu'il y a une standardisation également qui se détache, puisqu'on a donc 3/4 des enseignes aujourd'hui qui n'appliquent concrètement aucun élément de segmentation dans la manière dont ils considèrent la base de leurs abonnés, des membres du programme de fidélité. Ce qui veut dire que tout à chacun, en effet, est considéré de manière univoque. Il n'y a aucun élément justement discriminant positivement qui est appliqué dans la communication qui est initiée. Il convient à contrario donc de saluer les 25% donc d'enseignes qui par contre ont commencé à intégrer justement cette perspective de personnalisation des offres. Pourquoi seulement intégrer? Parce que quand on regarde dans le détail, les enseignes en question se limitent très souvent à 3 ou 4 segments. Donc bien entendu, c'est un prémisse entre guillemets, donc qui doit être souligné et salué. Mais cela montre encore une fois, lorsqu'on mesure le gap entre ce qui est proposé et ce que peuvent offrir justement les solutions en termes d'hyper-personnalisation, qu'il y a un gap non négligeable et une marge de manœuvre encore très conséquente qui est offerte justement aux annonceurs en la matière. Et ben, du coup, un peu une suite logique. À partir du moment où on retrouve qu'il y a un traitement de programme dit transactionnel qui est majoritaire, 87%, je vous le rappelle de nouveau, eh bien, on a le traitement des avantages qui est relativement sur le même modèle un peu partout. On pourrait appeler ça du earn on burn. C'est des points cumulés aux transactions, c'est des points cumulés à l'euro dépensé. C'est pas quelque chose de mauvais, mais ça reste extrêmement limité de fait comme périmètre. Et puis ces euros dépensés, ils se transforment en remise, en cagnotage, donc sur des modèles relativement équivalents partout. Alors maintenant qu'on a vu justement ça, Philippe, de quelle manière justement concrètement on a la capacité ensuite de pouvoir utiliser dans une démarche omnicanal les incentives qui sont proposés? Alors, on s'est remis, là, on a vu les programmes, on a vu leur façon de travailler, transactionnellement ou pas, promotionnellement, voire jusqu'à l'émotion et la segmentation un peu fine. Et puis on s'est dit, bon, très bien, et côté omnicanal, comment ça se passe? Alors on est allé un petit peu sur l'omnicanal dans l'usage. Et en fait, on s'est rendu compte, puisqu'on a fait du terrain, que 86% des enseignes avaient bien un lien, une connexion entre le physique et, on va dire, le portail du client final, on va dire sur le e-commerce. Alors, c'est un prisme qui nous a plutôt rassurés. On s'est dit, c'est plutôt bien. Et puis, on a creusé un petit peu, Cyril. Exactement. Donc là, en effet, on a un embryon d'omnicanal et avec une surreprésentation des enseignes qui ont bien justement appliqué ce principe. Donc une fusion des univers physiques et donc digital. Maintenant, lorsqu'on commence à augmenter entre guillemets le prisme de concentration ou de développement de l'omnicanal dans les dispositifs qui sont proposés, on constate qu'il y a une attrition progressive. Plus justement on va rechercher quelles sont les fonctionnalités qui sont proposées, quels sont les services, de quelle manière les enseignes offrent aux consommateurs la possibilité de piloter sa relation avec l'enseigne et d'interagir avec cette dernière. Et donc lorsqu'on va justement rechercher aujourd'hui quelles sont les enseignes qui sont en capacité de proposer des dashboards, donc vraiment des interfaces de pilotage, on tombe à 8%. Donc quand on part justement de l'insight principal, donc l'insight d'entrée, donc 86% des enseignes qui ont bien fait cette unicité digitale, on se rend compte qu'il y a là aussi un effort assez important encore qui peut être consenti
pour amener justement un service qui va être beaucoup plus chiadé en termes de pilotage. Et donc là, de la même manière, il y a une standardisation de nouveau qui apparaît et qui souligne le fait que là aussi, il devient difficile de pouvoir avantageusement se démarquer pour la masse des enseignes. Voilà, et on va, pour ne pas passer trop de temps dessus, un autre croisement que nous avons fait, c'est de vérifier si, au-delà des 86% qui permettaient de transformer et de voir du physique vers le digital, l'utilisation des avantages, y compris transactionnels, pouvait se faire partout. Et il reste encore 27% des entreprises qui n'acceptent pas le traitement des avantages en dehors de leur magasin, voire parfois dans une enseigne au sein de certains magasins. Bon, on y voit clairement des problèmes d'organisation, de stratégie, et notamment autour de la franchise. Alors si on continue un petit peu sur justement les typologies de programmes de fidélité et surtout leur évolution, vers où on peut aller d'après toi, Cyril? Alors, concrètement, il faut passer au... Pardon. Alors, justement, donc on a énormément parlé de la notion omnicanal. Ça a imposé une forme de petits retours ou de petite synthèse justement sur les différentes manières dont les stratégies relationnelles sont initiées. Donc traditionnellement, je suppose que beaucoup d'entre vous ont travaillé sur des perspectives multicanales, où vraiment l'essence était comment je suis en capacité en tant qu'annonceur, enseigne, à multiplier justement les canaux d'interaction avec un consommateur. Puis, on a intégré une dimension cross-canal qui était là, amener de la cohérence. Comment je vais justement designer un trend de relation qui fasse le lien entre les différents points de contact. L'omnicanal, quant à lui, justement, donc, va beaucoup plus loin et change le paradigme, puisqu'en réalité, le consommateur vraiment est au centre de l'ensemble des réflexions. On raisonne de manière user-centric, consumer-centric, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'affranchir de toutes les notions justement qui séparent les environnements physiques et digitaux, de telle sorte à designer des expériences et des parcours sans couture qui vont justement permettre au consommateur de switcher du point de vente à son mobile, à un laptop, donc à une application mobile ou à d'autres supports, de tout cela donc pour vivre une expérience morcelée par briques mais qui soit homogène et à forte valeur ajoutée. Moi, j'ai l'impression, Cyril, qu'en fait, jusqu'à présent, l'approche qu'on a eue vers l'omnicanal était plutôt une approche tournée par le SI. On a commencé par se poser la question des SI. Et en effet, on a réussi à rapprocher les canaux entre eux. Mais on était dans une mécanique de l'enseigne qui, je pense que... Aujourd'hui, c'est plus l'enseigne qui doit penser que. C'est le petit bonhomme au milieu de la roue, là, qui a lui-même une envie et qui a pris l'habitude, et notamment au-delà du retail, qui a pris l'habitude avec son mobile en permanence d'aller chercher ce qu'il veut où il veut. Et là, quelque part, on doit repenser en effet complètement pour aller vers l'omnicanal. Cyril, si on situe les enseignes qu'on a visitées, encore une fois, tu les mettrais où à peu près? Donc ce qui est très intéressant, en effet, concrètement, aujourd'hui, l'implémentation de l'omnicanal, on ne peut pas vraiment considérer qu'elle soit pleine et entière. Si on devait situer grosso modo un écart type, enfin l'enseigne type via l'étude qui a été réalisée, on serait dans une situation transitoire entre du cross-canal et vraiment un prémisse d'utilisation ou d'intégration de mécaniques omnicanal dans le process. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'il y a, en tout cas dans les programmes qu'on a pu étudier, aucun véritable programme qui peut vraiment aujourd'hui exploiter de manière pleine et entière justement l'éventail existant aujourd'hui de solutions omnicanal. Néanmoins,